Bonsoir et bienvenue sur le calendrier de l'Avent de Monsieur Lee. Je voudrais vous remercier, à vous qui êtes fidèles depuis ce début du mois de décembre pour ce calendrier de l'Avent. Voilà, je vous remercie, de vos messages, de vos commentaires, de nos échanges, de vos likes, de vos partages. Je souhaite aussi la bienvenue à celles et ceux qui me découvrent grâce à ce calendrier de l'Avent. Je m'appelle Sébastien Lee et je publie habituellement chaque dimanche un conte qui dure 1 heure, d'une voix douce et apaisante. Et à l'occasion de ce premier mois de décembre, passé ensemble, je vous offre un bonus chaque jour, un conte d'environ 12 minutes. Et cette semaine, nous clôturons ensemble cette traversée des 7 merveilles du monde. Donc à celles et ceux qui me découvrent, je souhaite la bienvenue. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, dans cette communauté. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, pour être prévenu grâce à la cloche de notification, et puis aussi parce que c'est un soutien pour cette chaîne. Merci à vous. Comme je vous le disais précédemment, cette semaine consacrée aux 7 merveilles du monde touche à sa fin. Et nous avons traversé ensemble des paysages réels et imaginaires, portés par des récits qui redonnent souffle à ces monuments disparus, excepté ce monument d'aujourd'hui. Nous avons évoqué les jardins suspendus de Babylone, nés de l'amour et de la nostalgie d'une reine, le temple d'Artémis à Éphèse, dont la lumière renaît même après un incendie, le mausolée d'Halicarnasse, où la beauté guide un sculpteur dans son dialogue avec la pierre, le colosse de Rhodes, géant du port qui veillait sur les voyageurs, ou encore la statue de Zeus à Olympie, œuvre d'or et d'ivoire, née d'un doute puis d'une révélation. Et puis, souvenez-vous, nous avions commencé lundi avec le phare d'Alexandrie, la flamme haute qui guide les marins à travers la nuit et qui insuffle l'envie à une jeune copiste de prendre le large. À chaque merveille, nous avons choisi une approche sensible, des contes apaisants, accessibles aux enfants comme aux adultes, où les monuments ne sont pas seulement décrits, mais vécus par des personnages qui en dévoilent l'âme. Ce soir, nous arrivons à la dernière de ces merveilles, la plus ancienne, la plus vaste, et comme je vous le disais, la seule encore debout aujourd'hui. Il s'agit de la grande pyramide de Khéops. Née du désert et façonnée par la lumière, elle se dresse depuis des millénaires au bord du Nil, ce fleuve qui est au cœur de toute vie égyptienne. Comme l'Euphrate que nous avons découvert hier et qui nourrit les jardins de Babylone, le Nil accompagne ce récit. Il irrigue les terres, porte les bateaux et relie les hommes à la pierre. Ensemble, nous allons pénétrer dans la naissance d'une montagne de lumière. Installez-vous confortablement, respirez. En route. À l'aube, lorsque le ciel hésitait encore entre l'indigo et l'or pâle, Néhésie traversait le plateau de Gizeh avec la lenteur de celle qui écoute le monde. Chaque matin, elle avait l'impression d'entrer dans un royaume vivant, un espace qui respirait sous la vaste étendue du silence. Le désert devant elle ne se contentait pas d'être un décor, il se tenait comme un être ancien, attentif, dont la présence enveloppait ses pas d'une douceur grave.
Sous ses sandales, le sable frémissait imperceptiblement, vibrant d'une mémoire plus vaste que celle des dynasties. Son maître lui avait souvent murmuré que le désert écoute plus qu'il ne parle, et ces mots prenaient pour elle un sens nouveau à mesure que la lumière se déployait. Le vent du matin glissait entre les dunes comme une caresse, soulevant à peine quelques grains qui étincelaient avant de retomber dans un souffle discret. Néhésie avançait en silence, consciente que chaque pas était perçu, accueilli, peut-être même reconnu. Et dans cette immensité dorée, elle sentait que quelque chose veillait, patient et immobile, comme si le désert lui-même préparait son cœur à ce qu'elle allait découvrir. Un vent chaud s'éleva soudain entre les dunes, glissant autour de Néhésie avec la précision d'une main invisible. Il ne soufflait pas en rafales, mais en vagues lentes, presque réfléchies, comme s'il apportait avec lui le murmure d'un futur encore en gestation. La jeune scribe s'arrêta, les yeux mi-clos, pour mieux percevoir cette voix sans timbre qui traversait le désert. Dans ce souffle, elle sentait une intention, une vigilance secrète qui dépassait la simple présence du sable et du ciel. Tout semblait indiquer que le désert protégeait quelque chose de vaste, peut-être une vérité encore enfouie, peut-être un rêve que les hommes n'avaient pas encore nommé. Le vent s'enroulait autour d'elle, tiède et chargé d'une énergie presque douce, comme s'il l'invitait à prêter attention aux signes invisibles que seule l'aube sait révéler. Néhésie sentit une légère émotion monter en elle, la sensation d'être accueillie dans un secret ancien dont elle ne connaissait pas encore la forme. Alors d'un geste soigneux, elle ouvrit sa tablette d'argile et inscrivit quelques mots, hésitants mais sincères. Impression fragile, pressentiment, frémissement du monde. Elle savait qu'elle ne comprenait pas tout, mais que ce vent portait un message, et écrire devenait sa manière de répondre à l'invitation du désert. À mesure que Néhésie avançait vers le chantier, une vibration subtile se fit sentir sous ses pas. D'abord infime, puis suffisamment régulière pour qu'elle s'y accorde comme à un rythme ancien. Le sol ne tremblait pas vraiment, il répondait comme si chaque coup porté sur la pierre éveillait une pulsation enfouie dans la profondeur du plateau. La jeune scribe ralentit, attentive à cette rumeur discrète qui semblait monter de très loin, bien avant les hommes, bien avant les premières pierres extraites des carrières. Le désert, jusque-là silencieux, réagissait par une sorte de souffle contenu, presque une approbation. Les ouvriers, dispersés dans une constellation mouvante, ne semblaient pas prêter attention à ce dialogue secret entre la terre et leurs gestes, trop concentrés sur l'effort quotidien. Mais Néhésie, elle, percevait cette vibration comme un langage, un murmure qui disait que quelque chose était en train de naître et que le plateau lui-même en reconnaissait la nécessité. Elle se demanda si ce lieu,
avait choisi d'accueillir cette œuvre gigantesque comme on accepte un destin longtemps attendu. Cette pensée l'emplit d'une sérénité nouvelle, mêlée d'un respect profond pour la terre qui l'entourait. Et dans la rumeur de la pierre, elle sentit le premier signe d'un accord silencieux entre les hommes et le désert. En s'approchant des premières galeries creusées sous la future pyramide, Néhésie sentit l'air changer, devenir plus dense, comme si chaque pierre contenait une part d'obscurité ancienne. Les ouvriers avaient dégagé un passage étroit où la lumière entrait par fragments, glissant sur les parois rocheuses comme une lueur en quête d'un secret. Lorsque la jeune scribe posa la main contre la pierre, une sensation inattendue la traversa, une douceur froide, vibrante, presque un souffle retenu qui semblait venir de l'intérieur même du plateau. Elle resta immobile, percevant dans ce contact une présence discrète, un battement sourd qui résonnait dans ses doigts comme une mémoire enfermée là depuis des millénaires. À ses côtés, un prêtre chuchota que la chambre du roi serait le cœur du monument, un lien où la pierre respirerait pour guider l'âme vers les étoiles. Néhésie comprit alors que ce qu'elle percevait n'était pas une illusion, mais un écho réel, un murmure qui précédait la naissance de la salle sacrée. La terre, attentive, semblait préparer son centre à recevoir quelque chose de plus vaste que les rites et les dynasties. Et dans cette semi-obscurité silencieuse, elle eut la certitude que le cœur du monument battait déjà avant même d'être scellé. À mesure que la structure gagnait en hauteur, Néhésie découvrait une transformation subtile. La pyramide ne semblait plus seulement s'élever, elle paraissait tirer le monde vers le haut. Chaque nouveau rang de blocs ouvrait un peu plus le ciel, comme si la pierre elle-même cherchait un passage vers l'éternité. Lorsque la jeune scribe observait les ouvriers progresser le long des rampes, leurs silhouettes minuscules se découpaient sur la lumière, donnant l'impression que les milliers de mains humaines tentaient ensemble de soulever l'horizon. Le vent se faisait plus vif à mi-hauteur, chargé d'un parfum sec et clair qui donnait le vertige. Néhésie sentit qu'en gravissant ses premiers degrés, elle n'approchait pas seulement du sommet d'un monument, elle franchissait une frontière, là où le désert s'effaçait doucement pour laisser place au soleil, au ciel. La pyramide devenait une montagne née de la volonté humaine, mais guidée par quelque chose de plus ancien, une force qui invitait chaque être à lever les yeux, et dans cette verticalité nouvelle, elle comprit que l'œuvre n'était pas seulement un tombeau, mais un geste immense, une prière dressée vers le soleil. Et en contemplant cette ascension de pierre, Néhésie eut l'impression que la terre, le vent et les hommes respiraient désormais d'un seul souffle. Chaque matin, Néhésie arrivait avant les ouvriers, guidée par ce moment fragile où la lumière n'appartient encore à personne.
À l'est, une lueur pâle s'étirait sur le plateau, effleurant les premiers blocs comme une respiration hésitante. La jeune scribe s'asseyait souvent à distance, juste le temps d'observer la manière dont les arêtes de pierre se mettaient à vibrer sous la caresse de l'aube. Rien n'était encore construit, et pourtant tout commençait déjà à exister différemment sous cette lumière qui ouvrait le jour comme on entr'ouvre une porte sacrée. Parfois une brume légère montait du désert et donnait aux pierres l'apparence d'une montagne flottante, née de la nuit. Néhésie comprenait alors que l'aube n'était pas seulement un passage, c'était une architecte silencieuse, capable de transformer le moindre bloc en promesse. Elle sentait que le chantier serait son souffle à cet instant précis, comme si le monde attendait que la lumière donne le premier signal. Dans cette clarté douce et neuve, la pyramide, encore inachevée, paraissait se réveiller avant même d'être bâtie. Et chaque matin, Néhésie se disait que rien n'est plus révélateur que cette lumière qui, sans un mot, raconte ce que la pierre deviendra. Lorsque le soleil montait enfin au-dessus du plateau, la lumière changeait de nature, plus franche, plus vaste, comme si elle voulait embrasser chaque pierre du chantier. Néhésie aimait observer ce moment où les ombres reculaient lentement, où la pyramide en construction prenait une couleur dorée qui semblait venir de l'intérieur. Les ouvriers, dispersés sur les rampes et les terrasses, devenaient de minuscules silhouettes baignées d'or, leurs gestes lents dessinant un rythme presque musical. À travers la chaleur naissante, les blocs reflétaient la lumière comme des miroirs anciens, renvoyant vers le ciel de fins éclats qui tremblaient dans l'air. La jeune scribe avait l'impression que la journée ne se contentait pas d'avancer. Elle se déployait, vaste et souple, comme un tissu solaire posé sur le désert. Chaque heure apportait une nuance différente, parfois plus blanche, parfois plus ambrée, chacune donnant à la pyramide une nouvelle respiration. Néhésie comprenait que la lumière n'éclairait pas seulement l'œuvre, elle l'accompagnait, la guidait, lui révélant à chaque instant une autre part d'elle-même. Et dans cette danse lente entre le soleil et la pierre, elle voyait naître quelque chose qui dépassait le simple travail des hommes. Lorsque le soleil amorçait sa descente vers l'horizon, un calme particulier s'installait sur le plateau, comme si le monde entier retenait un instant son souffle. Néhésie observait alors la pyramide naissante se teinter d'ocre et de cuivre, ses arêtes s'adoucissant jusqu'à paraître fondre dans l'air chaud du soir. Les voix des ouvriers s'apaisaient, portées par une lumière qui devenait de plus en plus tendre, presque maternelle. Le désert,
habituellement vaste et abrupte, semblait se rapprocher d'un pas, enveloppant le chantier d'une chaleur basse et protectrice. Parfois, un léger voile de poussière s'élevait et tournoyait autour des blocs comme un manteau de sable venu sceller la journée. Néhésie aimait ce moment où tout s'unissait, la fatigue des hommes, la respiration des pierres, le souffle apaisé du vent. Sous cette lumière crépusculaire, la pyramide ne semblait plus être un monument en devenir, mais une présence, déjà ancienne, comme si le soir révélait l'œuvre future que le jour s'efforçait encore de construire. La jeune scribe comprenait que le crépuscule n'effaçait rien. Il veillait, adoucissait, rassemblait. Et chaque soir, elle sentait que la pyramide obtenait la bénédiction silencieuse du désert pour poursuivre son ascension. Lorsque la dernière lueur du jour glissait derrière les dunes, Néhésie restait parfois immobile au bord du chantier, attendant que la nuit prenne pleinement possession du plateau. Peu à peu, le bleu profond s'étendait au-dessus de la pyramide inachevée et les premières étoiles apparaissaient comme des braises anciennes déposées sur le ciel. Dans cette obscurité fraîche, les blocs, si massifs le jour, perdaient leur poids. Ils semblaient flotter, baignés d'une lumière pâle qui ne venait de nulle flamme terrestre. Néhésie observait ce changement avec une fascination silencieuse, sentant que la nuit révélait une autre nature du monument, plus secrète, plus cosmique. Les prêtres disaient que les constellations guideraient l'âme du roi, et la jeune scribe comprenait soudain ce que signifiait cette promesse. La pyramide n'était pas tournée vers la terre, mais vers le ciel tout entier. Le vent nocturne, plus froid, glissait entre les pierres comme un messager chargé de relier la structure aux étoiles. Par moments, Néhésie croyait percevoir une correspondance silencieuse entre la forme géométrique qui s'élevait et les tracés lumineux qui couraient au-dessus d'elle. Sous ce ciel immense, elle sentit que l'œuvre humaine s'inscrivait déjà dans un ordre plus vaste, comme si la nuit elle-même l'acceptait parmi ses secrets. Chaque jour, avant même que le soleil ne se lève, des foules venues des villages voisins affluaient vers le plateau, dessinant sur le sable des chemins nouveaux. Néhésie observait cette marée humaine avec une admiration silencieuse. Carriers, tailleurs, charpentiers, prêtres, servantes, soldats, tous avançaient avec la même détermination tranquille, comme si un souffle les unissait. À distance, leurs silhouettes formaient un long serpent mouvant, rythmé par les chants qui accompagnaient leur marche matinale. Sur le chantier,
Les gestes s'enchaînaient avec une précision presque chorégraphique. Les uns polissaient la pierre, les autres guidaient les traîneaux, d'autres encore assemblaient les outils nécessaires à la montée des blocs. Néhésie voyait dans cette organisation immense non pas seulement la force d'un peuple, mais la naissance d'une cohésion invisible, un accord profond entre des milliers de vies. Chacun semblait savoir exactement où se placer, comme si la pyramide elle-même les appelait à occuper une position précise dans son ascension. La jeune scribe comprenait alors que cette merveille n'était pas l'œuvre d'un seul roi, mais le fruit d'une volonté partagée, d'un effort collectif, d'un rêve porté par 1000 mains et 1000 souffles. Et chaque matin, en les voyant se rassembler ainsi, elle avait le sentiment d'assister à l'éveil d'un géant endormi. Parmi la foule qui s'activait chaque jour, Néhésie observait souvent les carriers, ces hommes dont la force patientait sous la peau comme une braise prête à se raviver. Ils travaillaient loin du sommet du chantier, mais sans eux, rien n'aurait pu commencer. C'étaient leurs gestes qui libéraient de la montagne les blocs destinés à devenir la pyramide. Un matin, la jeune scribe fit la rencontre de Setka. Setka, un garçon à peine plus âgé qu'elle, dont les mains portaient déjà la rugosité de la pierre. Il lui montra comment les carriers frappaient la roche avec une précision presque tendre, cherchant non pas à la briser, mais à l'écouter pour comprendre l'endroit où elle accepterait bien de s'ouvrir. À chaque coup, une vibration se propageait le long de la paroi comme une onde qui révélait la structure intime de la pierre. Setka expliqua que chaque bloc arraché à la montagne était une victoire humble, mais aussi un sacrifice. Nous prenons à la terre ce qu'elle nous prête pour un temps, dit-il avec douceur. Néhésie comprit alors la noblesse discrète de ces travailleurs invisibles, qui ne voyaient pas toujours le monument achevé, mais qui en portaient pourtant le cœur battant entre les mains. Et elle sentit que la pyramide, avant d'être une ascension, était d'abord une écoute partagée entre l'homme et la pierre. Parmi les travailleurs et les prêtres, Néhésie observait souvent les femmes qui veillaient silencieusement à l'harmonie du chantier. Certaines apportaient l'eau fraîche, d'autres préparaient les onguents pour apaiser les muscles fatigués, mais plusieurs appartenaient au cercle discret des prêtresses chargées de préserver la pureté du lieu. L'une d'elles, Nébet, une femme aux yeux calmes comme le Nil au crépuscule, remarqua la présence attentive de la jeune scribe et l'invita un matin à la procession qui parcourait le plateau avant l'arrivée des ouvriers. La prêtresse
chantait une mélodie douce, presque un souffle, destiné à accorder la terre. Les pierres et les corps qui allaient œuvrer durant la journée se mettaient ainsi au diapason. Nebet expliqua que le chantier n'était pas seulement un travail d'endurance, il exigeait une clarté intérieure, une intention juste pour que la pyramide naisse dans l'harmonie. Une œuvre aussi haute doit être portée par un cœur apaisé, murmura-t-elle. Néhésie sentit alors que la présence des femmes ne se limitait pas aux gestes visibles, elle soutenait le chantier par une force subtile, un équilibre spirituel dans lequel la pierre elle-même se fermerait. En observant leurs pas lents sur le sable, la jeune scribe comprit que la pyramide se construisait aussi dans cette douceur invisible. Au fil des semaines, Néhésie remarqua quelque chose d'étrange et de magnifique. Malgré l'immensité du chantier, malgré les milliers d'ouvriers venus de toute l'Égypte, une cohésion silencieuse semblait unir chaque geste. Rien n'était jamais parfaitement ordonné et pourtant tout avançait avec une harmonie qui dépassait la simple organisation humaine. Les carriers, les tailleurs de pierre, les charpentiers et les prêtresses semblaient répondre à un même souffle, comme si la pyramide en devenir dictait elle-même le rythme de sa naissance. Néhésie observait les mouvements d'ensemble. Un bloc hissé entraînait un autre, un chant lancé en bas trouvait un écho en haut, une pause accordée ici soulageait une tension plus loin. Ce n'était pas une discipline imposée, mais une écoute attentive, un accord profond entre des êtres qui, sans se connaître, partageaient une même vision. Parfois, elle voyait un ouvrier s'arrêter soudain, poser sa main sur la pierre et reprendre ensuite son geste avec une précision nouvelle, comme si le monument avait murmuré un conseil. La jeune scribe comprit alors que la pyramide ne se construisait pas seulement grâce à la force des bras. Elle grandissait parce qu'un lien invisible circulait entre tous, une volonté partagée de donner forme à quelque chose qui les dépassait. Et Néhésie se sentit, elle aussi, emportée par cette cohésion, comme si un fil lumineux reliait désormais son cœur à celui de la montagne de pierre. Un après-midi, alors que la chaleur pesait sur le plateau comme une main immobile, le vent changea brusquement de direction. Une rumeur étrange parcourut les rampes, puis le désert se mit à rugir, une tempête de sable approchait, rapide, dense, presque vivante. Néhésie vit les ouvriers interrompre leurs gestes
se tourner d'un même mouvement vers l'horizon, comme si chacun percevait dans ce grondement un avertissement ancien. Les chefs de chantier crièrent des ordres, mais le vent couvrit leurs voix. Les hommes et les femmes se regroupèrent instinctivement, protégés par les structures déjà bâties. Le sable tourbillonnait en colonnes hautes comme des esprits, heurtant les blocs avec une force qui faisait vibrer tout le plateau. Néhésie, serrant contre elle sa tablette, sentit une étrange familiarité dans ce chaos. Le désert se manifestait, affirmant sa puissance autant que son rôle de gardien. La tempête dura peu, mais son passage laissa un silence lourd, presque sacré. Les ouvriers reprirent lentement leur place, vérifiant les rampes, consolidant ceux qui avaient été défaits et consolant ceux qui avaient été effrayés. Ce jour-là, Néhésie comprit que la construction d'une telle œuvre ne dépendait pas seulement de la volonté des hommes, elle exigeait d'apprendre à dialoguer avec le désert, à reconnaître ses colères et ses limites. Et dans cette épreuve, elle sentit la cohésion du chantier se renforcer, comme si la pyramide avait gagné un souffle supplémentaire. Lorsque la pyramide atteignit une hauteur que Néhésie n'aurait jamais imaginée quelques mois plus tôt, les chefs du chantier autorisèrent certains scribes et prêtresses à gravir les rampes supérieures pour documenter l'avancée des travaux. La jeune femme sentit son cœur battre plus vite en posant le pied sur la première montée abrupte. Le désert, vu d'en bas, paraissait immense, mais vu d'ici, il devenait un océan silencieux qui se déployait jusqu'à l'horizon. Chaque pas la rapprochait d'un espace où le vent changeait d'intention, plus vif, plus clair, comme s'il saluait celles et ceux qui osaient s'approcher du ciel. Les blocs, parfaitement alignés, formaient un chemin de pierre qui donnait l'impression de marcher sur le dos d'un animal sacré. Néhésie s'arrêta un instant à mi-hauteur, le souffle court, émerveillée par la vision qui s'offrait à elle. En contrebas, des centaines d'ouvriers ressemblaient à des points mouvants, unis par un même élan. Au-dessus, l'azur s'ouvrait comme une porte prête à accueillir cette ascension. Elle comprit que ce sommet intermédiaire n'était pas une étape technique, mais un seuil intérieur. Ici, la terre et le ciel semblaient se rejoindre dans une paix profonde. En reprenant sa marche, elle se sentit légère, presque portée par la pyramide elle-même, comme si le monument, dans son élan vertical, invitait chacun à élever aussi son propre regard. Et arrivée à la plateforme haute, elle sut qu'elle n'oublierait jamais ce moment
où le désert, le vent et la pierre respiraient d'un même souffle. Lorsque venait le moment d'inspecter les galeries intérieures encore en construction, Néhésie ressentait toujours comme une légère appréhension. Quitter la lumière éclatante du plateau pour pénétrer dans le ventre de la pyramide n'était pas une mince affaire. Cela revenait pour elle dans ses sensations et son imaginaire à changer de monde, le monde du dehors, de la lumière, du vent, et le monde de l'obscurité, de l'intérieur, de l'immobilité. Guidée par deux prêtres, elle s'enfonça un matin dans un couloir encore brut. La pierre nue portait l'odeur minérale de la roche fraîchement taillée. Elle pensa à Setka. La chaleur extérieure se dissipait immédiatement, remplacée par une fraîcheur dense qui enveloppait les pas d'un silence profond. À mesure qu'ils avançaient, la lumière des torches dessinait sur les parois des ombres mouvantes, donnant l'impression que la pyramide observait leur progression avec un calme attentif. Néhésie, habituée au vent du sommet, sentit son souffle se ralentir pour s'accorder à cette atmosphère presque liquide. Le sol vibrait par moments, non sous l'effet du chantier, mais comme si la structure elle-même résonnait d'une vie secrète. Les prêtres marchaient sans se parler, leurs gestes mesurés rappelant qu'ici, le profane n'avait pas sa place. La chambre royale, encore vide, mais déjà sacrée, approchait. Néhésie comprit qu'elle descendait vers le cœur d'un être en formation, un lieu où chaque pierre semblait déposée avec l'intention de guider le roi vers l'invisible, dans l'invisible, à travers l'invisible. Et lorsqu'elle aperçut l'ouverture sombre de la chambre, elle sentit un frisson doux, comme si une présence ancienne l'invitait à entrer. En pénétrant ainsi dans la chambre encore inachevée, Néhésie fut d'abord frappée par l'ampleur du silence, un silence si profond qu'il semblait absorber jusqu'à la lumière des torches. Les murs, lisses et sombres, renvoyaient une froideur douce qui glissait sur la peau comme une présence attentive. Lorsqu'elle s'avança au centre de la pièce, un souffle imperceptible effleura ses chevilles, une vibration basse, régulière, semblable au battement d'un cœur, enfoui depuis des millénaires. Elle retint sa respiration, croyant d'abord à un courant d'air, mais les prêtres ne semblaient rien percevoir. Ils continuaient, eux, à inspecter les parois avec des gestes précis, des mesures, comme s'ils dialoguaient en silence avec la pierre. Néhésie, elle, savait ce qu'elle avait senti. Un souffle remontait lentement dans sa poitrine, comme si la chambre cherchait à lui confier une part de son secret. La pièce semblait pulser d'une vie propre,
non humaine mais profondément familière, comme si la terre elle-même anticipait la présence du roi à venir. Les prêtres murmurèrent quelques paroles rituelles, bénissant le lieu qui deviendrait la demeure éternelle du souverain. Et la jeune scribe se sentit enveloppée par une sérénité presque vertigineuse. Chaque nuance sonore, chaque frémissement, chaque écho lui donnait l'impression que la chambre respirait déjà, éveillée avant même d'être close, et en posant sa main contre la pierre, Néhésie comprit qu'elle était témoin d'un cœur ancien qui recommençait à battre. Lorsque les prêtres eurent terminé leur vérification, l'un d'eux, une femme au visage calme, nommée Entnefer, invita Néhésie à s'approcher davantage du centre de la chambre. Son regard n'avait rien d'autoritaire. Il était empreint d'une douceur grave, comme si elle reconnaissait en la jeune scribe quelqu'un capable d'entendre ce que les autres ignoreraient. Ce lieu ne sera pas seulement la demeure du roi, murmura-t-elle, mais le passage où son âme se souviendra de la lumière. Néhésie sentit son cœur se serrer. Ces mots résonnaient étrangement avec le souffle qu'elle percevait encore contre sa peau. Entnefer expliqua que la chambre était construite selon un ordre précis, un alignement secret destiné à guider l'esprit du souverain vers les étoiles qui veillent sur l'Égypte depuis la nuit des temps. La prêtresse posa ensuite la main sur la pierre, comme pour sceller une promesse silencieuse. La pyramide n'est pas tournée vers la mort, ajouta-t-elle, mais vers ceux qui continuent. Néhésie comprit alors que ces sensations n'étaient pas de simples impressions. Le monument en formation portait réellement une présence, un souffle ancien que seuls quelques cœurs pouvaient percevoir. Entnefer lui confia qu'elle devait garder ce secret non par obligation, mais par fidélité à ce qu'elle avait senti. Et dans cette obscurité vibrante, Néhésie sut qu'elle venait de recevoir une vérité que la pierre seule avait le pouvoir de transmettre. Un matin, Néhésie fut conviée à assister à un rituel discret, réservé uniquement à quelques prêtres et prêtresses, chargés d'accompagner la naissance intérieure du monument. En petits groupes, ils pénétrèrent dans la chambre, toujours vide. Leurs pas étaient mesurés et ils résonnaient légèrement contre les parois comme une prière en mouvement. Au centre, Entnefer portait un petit coffret d'or finement ciselé, si léger que la jeune scribe eut l'impression qu'il contenait davantage de lumière que de matière. Puis la prêtresse l'ouvrit et tout à coup, une clarté douce
s'en échappa, révélant un symbole sculpté dans un métal ancien, une forme simple, presque abstraite, que Mnési ne reconnut pas, mais qui aussitôt vibra dans l'air comme un souffle. Les prêtresses et les prêtres déposèrent l'objet au sol à même la pierre, à l'endroit exact où serait plus tard placé le sarcophage du souverain. Ils récitèrent une invocation qui semblait accorder la chambre au ciel. Néhésie sentit la vibration s'intensifier légèrement, comme si la pièce accueillait cet emblème, non comme un artefact, mais comme une part retrouvée d'elle-même. Entnefer expliqua que ce sceau représentait le souffle ancien, la mémoire première qui relie la vie à ceux qui la dépassent. La jeune scribe, émue, comprit que la pyramide se dotait ainsi d'un cœur symbolique avant même d'être scellée. En ressortant du couloir, elle sentit derrière elle comme une présence plus dense, comme si le monument avait acquis une respiration nouvelle, prête à accompagner l'âme du roi dans son voyage éternel. À mesure que les dernières assises prenaient forme, Néhésie sentit quelque chose changer dans l'atmosphère du chantier. La pyramide semblait désormais s'élever d'elle-même, comme si la volonté humaine ne faisait qu'accompagner un mouvement déjà inscrit dans la pierre. Les ouvriers gravissaient les rampes avec une énergie nouvelle, malgré la fatigue accumulée. Leurs pas résonnaient d'un rythme plus ample, comme si le monument appelait chacun d'eux à participer à sa dernière impulsion vers le ciel. En observant la silhouette de la pyramide se découper sur l'azur, Néhésie avait l'impression de voir surgir une montagne née du désert, mais guidée par une force plus ancienne encore. Le vent, plus vif à mesure que l'on montait, glissait autour des blocs avec une précision étonnante, comme s'il sculptait lui aussi la forme finale du monument. La jeune scribe gravissait régulièrement les plateformes pour noter l'avancée des travaux. Chaque fois, elle sentait sous ses pieds le sol vibrer différemment, non sous l'effort des hommes, mais sous l'élan vertical du monument. À mi-hauteur, elle s'arrêta, saisie par l'impression que la pyramide tirait littéralement le monde vers le haut, invitant chacune et chacun à lever les yeux au-delà de lui-même. Dans ce souffle ascendant, Néhésie comprit que l'ultime étape ne concernait plus seulement la construction. Elle relevait d'une élévation intérieure, partagée par toutes celles et ceux qui œuvraient ici. Le jour où l'on posa le pyramidion, la lumière semblait avoir changé de densité, comme si le ciel lui-même attendait cet instant. Les ouvriers, les prêtres et les scribes se rassemblèrent en silence
au pied de la pyramide, tandis qu'un petit groupe d'hommes gravissait la rampe finale pour porter la pierre sommitale recouverte d'un fin plaquage brillant. Néhésie suivait du regard cette ascension lente, presque cérémonielle, où chaque pas semblait mesurer la distance entre la terre et le ciel. Lorsque le pyramidion atteignit son emplacement, un souffle parcourut la foule, un murmure presque imperceptible, comme si chacun sentait que quelque chose d'immense venait de se sceller. La pierre, inclinée pour refléter la lumière, capta aussitôt les premiers rayons du soleil et les envoya dans toutes les directions, dessinant dans l'air des éclats purs qui semblaient suspendus dans le temps. Néhésie sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce scintillement n'était pas seulement un effet de lumière, mais l'expression visible de l'accord profond entre la pyramide et le ciel. Le désert resta parfaitement immobile, comme si la terre retenait son souffle. Dans ce silence vibrant, la jeune scribe comprit que le monument n'était plus une construction. Il était devenu une prière de pierre, un axe entre l'humain et l'infini. Le monde entier paraissait s'incliner devant cette naissance enfin achevée. Les années passèrent et la pyramide s'enracina dans le désert comme une présence éternelle. Néhésie, devenue maîtresse scribe, revenait parfois au pied du monument qu'elle avait vu naître, portant en elle la mémoire des souffles, des pierres et des voix qui l'avaient façonnée. Un matin, elle invita une jeune apprentie à marcher avec elle jusqu'au bord de l'ombre que projetait l'immense structure à ce moment-là. Et dans la fraîcheur matinale, à cet endroit-là, elle lui parla de la cohésion invisible qui avait uni les travailleurs, du souffle ancien senti dans la chambre royale, et de la lumière qui avait accompagné chaque étape de l'ascension. L'enfant écoutait, fasciné, ses yeux glissant du sable à la pointe éclatante du pyramidion. Ce monument, dit Néhésie doucement, n'est pas qu'un tombeau, il respire, et tant qu'il respirera, ceux qui l'approchent sentiront en eux quelque chose s'élever. Le vent se leva alors, léger, caressant la pierre comme un salut ancien. Néhésie sentit le même frémissement qu'autrefois, cette impression que le monument reconnaissait ses pas. Elle sourit à l'enfant. Notre tâche est de transmettre ce que la pierre ne peut dire seule. Et tandis qu'elle s'éloignait, le désert sembla approuver, veillant encore, patient, sur la montagne de lumière. Voilà, ainsi s'achève cette 7e merveille du monde, qui est la pyramide de Khéops, mais qui est aussi la plus ancienne
et également la seule qui ait résisté au temps et qui existe toujours aujourd'hui. D'ailleurs, en ce moment même, est en train d'ouvrir un musée extraordinaire, proche des pyramides, qui est, je crois, le plus grand musée qui sera consacré, à des collections égyptiennes, pour que le public puisse, profiter justement, de toute la beauté des objets, des mobiliers, des bijoux liés à l'Égypte ancienne. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle semaine en ma compagnie, avec les 7 merveilles du monde. Merci beaucoup pour nos échanges, dans la barre des commentaires. C'est toujours, je me sens toujours très chanceux de pouvoir échanger avec vous, que ce soit des petits clins d'œil, des petits messages ou des plus longs messages. Voilà, maintenant je reconnais un peu l'écriture de chacun, la manière, qu'a chacun de se saisir de ses comptes et ça me fait vraiment être extrêmement plaisir de voir grandir cette communauté. À c Pour ces fêtes-là, j'avais aussi envie de vous faire plaisir. Alors peut-être, prenez le temps, d'écrire dans la barre des commentaires, quelles seraient des idées de contes que vous aimeriez que j'aborde à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Alors ça peut être une thématique, comme les 7 merveilles du monde. Ça peut être aussi, l'idée d'un conte, juste un titre, par exemple, «L'enfant et la neige», voilà, juste, pour faire écho, au premier conte de cette série du calendrier de l'Avent. En tout cas, ça me ferait très plaisir de vous faire plaisir. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, en commentaire et je vous fais la promesse que chaque idée qui sera déposée, je la transformerai en conte, heu, tel un petit lutin ou un Père Noël. En tout cas, avec vraiment, l'envie de vous faire plaisir et de vous remercier pour cette première riche et très belle année passée ensemble. On a commencé l'année, nous étions 150. D'ailleurs, Hélène faisait partie de ces premières personnes-là et puis nous sommes aujourd'hui on a dépassé la barre des 3000 abonnés. Donc ça me fait chaud au cœur. On est en train de dépasser, la barre des 200 000 vues sur la chaîne et vraiment, c'est grâce à vous, grâce à chaque vue, grâce à chaque partage, grâce à chaque like, grâce à chaque abonnement, qui permet aussi à YouTube de pouvoir, diffuser, plus largement, ce travail de conte. Voilà, qui est un travail d'imaginaire, d'apaisement, de relaxation et aussi, je pense aux familles. Vraiment ces formats plus courts, c'est pour moi aussi une manière de peut-être, tester, on verra l'année prochaine, de tester un format plus court de 15 minutes, pour un public, peut-être plus jeune, peut-être pour vos enfants, vos petits-enfants qui seraient pourquoi pas le mercredi. Tout en gardant évidemment notre, rendez-vous rituel du dimanche à 19 h pour un conte d'1 heure, voilà, qui est vraiment notre rendez-vous immuable et qui est quand même la signature de cette chaîne. Voilà, donc merci beaucoup de passer ce temps, avec moi, avec nous tous, et je vous souhaite, un bon mois de décembre et comme tout ce mois de décembre, je vous dis à demain.